Ouais, Dupond-Moretti, relaxé, la preuve que la justice fonctionne bien dans notre pays, hein. C'est le thème de cette petite séquence de la matinale de l'après-midi de ce 30 novembre que je propose de partager avec vous. Vous allez voir, on était légèrement agacé par le fait que Dupond-Moretti puisse s'en sortir, puisqu'apparemment on peut être corrompu sans faire exprès dans ce pays. C'est plutôt incroyable. Voilà, en attendant, n'oubliez pas bien sûr de me faire un don sur Patreon si vous souhaitez m'aider, ça m'aide beaucoup, et puis abonnez-vous à la chaîne Twitch. Allez, bon visionnage. Que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Procès Dupond-Moretti, donc on va revenir sur hier, donc ce qui s'est passé avec le procès de notre bien-aimé ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Dans sa décision rendue mercredi 29 novembre, la Cour de justice de la République a estimé que le garde des Sceaux était certes en situation objective de conflit d'intérêts, et que ses décisions étaient matériellement constitutives de prise illégale d'intérêt, mais l'a relaxé, estimant qu'il ne le savait pas. Qu'il ne le savait pas. J'ai du mal à croire ce que je suis en train de lire. Mais c'est la réalité. Franck Johannes, donc pour Le Monde, cet article. Comment concilier deux points de vue strictement contraires dans une décision judiciaire qui tienne debout? Même Le Monde, là, ils y croient pas. Ils y croient moyen, quoi. Ils sont en train de dire... ils ont essayé de bricoler un truc de briquet de broc. Les magistrats de la Cour de justice de la République ont un peu souffert pour y arriver, mais ils sont parvenus mercredi 29 novembre à une sorte de remarquable jugement de Salomon. Vous l'avez, la ref, Salomon, le bébé coupé en deux, tout ça, voilà. Éric Dupond-Moretti était bien dans les deux dossiers qui lui sont reprochés, en situation objective de conflit d'intérêts. Les décisions qu'il a prises étaient bien constitutives de prise illégale d'intérêt, mais il ne le savait pas, on ne lui avait rien dit, et faute d'éléments intentionnels de l'infraction, il est relaxé. Nul n'est censé ignorer la loi, sauf le ministre de la Justice. Fameux principe développé par Montesquieu, hein, déjà qui avait dit ça, je me souviens, il avait dit vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Alors après, un avocat m'avait dit nul n'est censé ignorer la loi, c'est une fiction juridique. C'est pas vraiment c'est un principe qui doit guider la prise de décision, mais c'est pas vraiment une règle absolue. Mais bon, quand même. Il est avocat. Nul n'est censé ignorer la loi, sauf les avocats qui deviennent ministres de la Justice. Je crois que c'est ça qui était écrit dans la Constitution. Je crois. Hein. C'est ce qu'on m'avait dit en tout cas. Donc les décisions, il ne savait pas, on ne lui avait rien dit, et faute d'éléments intentionnels de l'infraction, il est relaxé. Le procureur général près la Cour de cassation, Rémi Heitz, avait le même avis sur le bien fondé des infractions, mais il avait estimé que le ministre ne pouvait ignorer ses conflits d'intérêts. Le procureur avait requis une peine de prison, hein, il avait déjà requis une peine fort modérée déjà, d'1 an de prison avec sursis. Donc on est passé d'1 an de prison avec sursis à rien du tout, à la relaxe. Le président Dominique Pott a demandé mercredi aux prévenus de se présenter à la barre et a lu pendant un quart d'heure les motivations de l'arrêt avant de lever la séance. Il est reproché à M. Dupond-Moretti d'avoir, en sa qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice, ordonné 2 enquêtes administratives, a déclaré le président, concernant l'une M. Levrault, vice-président du tribunal judiciaire de Nice, et l'autre Mme Houlette, procureur de la République financier, Mme Delaunay-Weiss et M. Patrice Amar, magistrat du PNF, les magistrats contre lesquels il a donc commis cette prise illégale d'intérêt en exerçant des pressions sur eux en utilisant les moyens de son ministère, mais sans le faire exprès. Le parquet national financier a résumé le magistrat. Pour qu'il y ait prise illégale d'intérêt sanctionnée par un maximum de 5 ans de prison, 500 000 € d'amende et une éventuelle inéligibilité, il faut, a prévenu la Cour qu'un élément matériel et un élément intentionnel. Alors, l'élément matériel est carré. Dans la première affaire, le juge Édouard Levrault a été expulsé de Monaco pour s'être intéressé d'un peu trop près aux affaires de la principauté. Il a eu le tort de participer à une émission diffusée le 10 juin 2020 où il disait tout le mal qu'il pensait de la justice monégasque. Je me rappelle que Monaco, c'est pas une démocratie, hein. C'est absolument pas du tout. C'est absolument un fonctionnement monarchique totalement verrouillé. Voilà, c'est une prison dorée pour les magistrats parce que c'est des magistrats français qui sont nommés là-bas pour exercer, mais c'est absolument pas un endroit où on peut dire ce qu'on pense. Une principauté, tout à fait. Vu que c'est un prince qui la dirige. 2 jours plus tard, l'avocat Éric Dupond-Moretti avait tempêté contre le juge qui aurait livré au chien l'honneur d'un de ses clients. Nicole Belloubet, alors
garde des Sceaux s'en était ému et avait envisagé d'ordonner une enquête administrative prédisciplinaire contre le juge. Au beau milieu de l'affaire et sans qu'aucune décision n'ait encore été prise, Éric Dupond-Moretti était nommé le 6 juillet 2020 ministre de la Justice. Le 31 juillet, Véronique Malbec, sa directrice de cabinet, ordonnait la fameuse enquête administrative, bien que ses services l'aient prévenu que son patron avait été l'avocat de l'un des mis en cause. Elle avait répondu qu'elle avait évoqué la question avec le ministre, que ses dossiers avaient été repris par son ex-associé et qu'il n'y avait donc pas de problème. Donc en gros, il était au courant, Dupond-Moretti. Il a dit « Non, t'inquiète, il n'y a pas de conflit d'intérêt, continuez l'enquête qui était lancée sous Belloubet. » Belloubet qui avait déjà relancé l'enquête pour la même raison. Donc il avait demandé de poursuivre l'enquête sur ce juge. Donc le tribunal, il en résulte que le garde des Sceaux ordonnant le 31 juillet 2020 une enquête administrative à l'endroit de M. Levrault se trouvait placé dans une situation de conflit d'intérêts, puisque antérieurement et en qualité d'avocat, il avait publiquement critiqué ce magistrat par voie de presse et était intervenu en cette même qualité dans l'intérêt d'un de ses clients, conclut néanmoins la Cour. Donc la Cour dit, il était au courant, il savait que c'était son ancien client, il a accepté de continuer l'enquête, mais il savait pas. Or, l'élément matériel de la prise illégale d'intérêt consiste pour un agent public à prendre une mesure de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une affaire pour laquelle il a été mis, il a un intérêt direct ou indirect, même moral. Donc un intérêt moral, c'est je peux pas blairer ce mec, j'ai envie qu'il dégage. C'est un intérêt moral. Et même s'il n'en a pas retiré un quelconque profit. Je rappelle que pour la prise illégale d'intérêt, l'intention suffit. Typiquement dans l'affaire, je crois que c'est l'affaire Big Malion, si je dis pas de bêtises, avec Sarkozy, l'affaire des écoutes. Il a essayé de corrompre un magistrat, mais ça n'a pas marché la corruption. C'était pour une place à Monaco. Il a essayé de corrompre un magistrat, ça n'a pas été suivi d'effet, mais le simple fait d'avoir essayé de corrompre un magistrat, c'est constitutif d'une infraction. Donc là, c'est même pas la question de est-ce qu'effectivement il a été sanctionné ou pas, c'est le fait d'avoir lancé l'enquête. Le ministre, rappelle la Cour, était le seul à pouvoir ordonner une enquête administrative et l'unique destinataire de ces rapports. Il y a donc bien prise illégale d'intérêt. Mais en fait, il n'était pas au courant. Alors, je sais pas comment la Cour peut estimer qu'il était le seul à pouvoir ordonner une enquête administrative, à pouvoir estimer que, en plus, il était au courant que c'était son ancien client, mais à dire qu'il savait pas. Quand même, là, le grand écart est pas mal. Attention aux abducteurs, quoi. Dans la seconde affaire, Éric Dupond-Moretti avait appris par un article du Point de juin 2020 que le PNF avait examiné les factures détaillées de son téléphone et de plusieurs autres avocats pour identifier la fuite qui avait prévenu Nicolas Sarkozy, alias Paul Bismuth, qu'il était sur écoute. Évidemment, il y a Nicolas Sarkozy, sinon c'est pas rigolo. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. L'avocat avait dénoncé cette atteinte intolérable à sa vie privée et à sa vie professionnelle, conspué les méthodes barbouzardes de certains magistrats et porté plainte. Nommé ministre un mois plus tard, il avait aussitôt retiré sa plainte. Bon, ça c'est Dupond-Moretti, les avocats enquêtaient sur l'affaire Bismuth. Ils enquêtaient, et pour enquêter, ils ont demandé des FADET. FADET, c'est l'abréviation de factures détaillées, c'est des factures téléphoniques. Et pour identifier la fuite, dans le cadre de leur enquête, les magistrats avaient, dans leur enquête, demandé des factures détaillées de plusieurs personnes qui gravitaient autour de Sarkozy et de son avocat. Et parmi ces personnes, il y avait Dupond-Moretti. Et Dupond-Moretti, il s'était vexé, il s'était fâché que dans le cadre de cette enquête, il prenne ses factures détaillées. C'est pour ça qu'il s'était énervé. Alors qu'il n'a rien à voir avec l'affaire à la base, Dupond-Moretti. Pour le coup, avec l'affaire Bismuth, ils n'ont rien trouvé. C'est juste que dans l'enquête, son téléphone a été investigué. Facture détaillée, en gros, c'est, vous voyez, l'heure de l'appel, qui appelle qui, avec le numéro. Vous n'avez pas les contenus des appels. Donc vous savez que Dupond-Moretti, à 8h30, le 20 mars, il a appelé telle personne, et que 2 heures plus tard, l'autre personne lui a appelé, et que ça a duré tant de temps. C'est ça qu'il y a sur une facture détaillée. C'est pas le détail des transcriptions, c'est pas des écoutes téléphoniques. Et du coup, juste ça l'avait énervé. Donc à ce moment-là, il avait porté plainte contre les magistrats pour ça, et il avait retiré sa plainte en arrivant au ministère. Or, Nicole Belloubet avait déjà ordonné une enquête de fonctionnement du PNF, une enquête qui ne vise aucun magistrat en particulier et ne donne d'ailleurs pas de nom. Le rapport avait certes mis au jour le 15 septembre 2020 des problèmes de fonctionnement, mais conclut à l'absence de faute professionnelle de quiconque. Pourtant, le 18 septembre, le cabinet du garde des Sceaux ordonnait une enquête administrative, et donc prédisciplinaire cette fois, en désignant publiquement 3 magistrats. Donc en gros, il y a eu une enquête de Belloubet sur le fonctionnement du PNF, qui ciblait pas de magistrats. L'enquête a rien trouvé. Pourtant, le cabinet de garde des Sceaux, le 18 septembre, relance une deuxième enquête, cette fois-ci en nommant précisément 3 magistrats publiquement. En mode, on n'a pas la conclusion de cette enquête ne nous plaît pas, on va en refaire une jusqu'à ce qu'on ait la bonne conclusion. Donc que dit le tribunal là-dessus ?
La Cour n'a pas à se prononcer sur le bien fondé de l'enquête administrative, puisqu'il s'agit de prérogatives exclusives du ministre, mais, du fait conjugué des reproches antérieurement et publiquement adressés à ces magistrats par voie de presse par M. Dupond-Moretti, alors avocat, et la plainte toujours en cours d'examen par le parquet de Nanterre, le garde des Sceaux se trouvait placé dans une situation objective de conflit d'intérêts. Le ministre l'a toujours nié la main sur le cœur en dépit de nombreux avertissements. Par ailleurs, l'ordre donné de mener ces enquêtes, l'élément matériel des délits de prise illégale d'intérêt visés à la prévention apparaît établi. Donc encore une fois, ils disent que c'est établi. Donc dans les deux affaires, il y a deux affaires, hein, je rappelle que c'est pas une seule prise illégale d'intérêt, il y a deux affaires avec le même mode opératoire, si j'ose employer ce terme. Pourtant, donc là il y a la matérialité des faits, qui a été caractérisée, le tribunal le dit, et ensuite il faut caractériser l'intentionnalité. Et là, l'absence d'intentionnalité, le jugement a estimé qu'il n'y avait pas d'intentionnalité. La Cour de cassation a toujours considéré que l'intention coupable de commettre le délit de prise illégale d'intérêt est caractérisée du seul fait que l'auteur a accompli sciemment l'acte constituant l'élément matériel du délit, rappelle la CJR. Pour le juge Levrault, il ne peut être tiré de la seule proximité temporelle entre les publications de presse du 12 juin 2020 et l'enquête administrative du 31 juillet 2020 que le nouveau garde des Sceaux ait eu la volonté de passer outre au conflit d'intérêts ou de rechercher la satisfaction d'un désir de revanche. Donc en gros, ils ont dit, on ne sait pas pourquoi il a lancé cette enquête, il n'y a rien qui permet de l'affirmer que c'était pour se venger. Donc, pas d'intention. Il a d'ailleurs décidé dès sa nomination de quitter le barreau et le 13 juillet 2020 fait procéder au recensement des dossiers dont il avait la charge. En gros, là, ils expliquent que quand il a bien fait attention à séparer... à se séparer de tous ses dossiers de quand il était avocat, il a retiré les plaintes qu'il avait en cours, etc. etc. Donc quand même, il a fait des efforts. En gros, ils disent ça. Je passe un peu certains paragraphes, hein, évidemment. La haute autorité pour la transparence de la vie publique chargée d'analyser les conflits d'intérêts ne s'est manifestée que 3 mois plus tard, et 3 mois trop tard, glisse perfidement la CJR. Enfin, le premier ministre Jean Castex, son conseiller justice, la directrice de cabinet du ministre et son adjoint, le directeur des services judiciaires et le conseiller communication ont affirmé que le ministre n'avait pas exprimé de quelque façon que ce soit une animosité, un mépris, un désir de vengeance à l'égard de magistrats, ou encore une volonté d'user à leur égard des pouvoirs qu'il tenait de sa position. Donc tous ses collègues ministres ont dit qu'il n'était pas méchant. Donc ça, c'est aussi un argument. Voilà. L'argument est un peu faible, mais la Cour en conclut que l'expérience de pénaliste de Dupond-Moretti et le fait qu'il ait... de sa propre initiative retiré sa plainte et que les différentes autorités appelées à le conseiller ne lui aient pas donné connaissance de l'existence de situations objectives de conflit d'intérêts, les syndicats de magistrats lui en avaient pourtant fait part dès le lendemain de sa nomination, précise Le Monde. Donc vous voyez que Le Monde, ils sont pas hyper jouasses non plus de cette décision. Hein. Ils précisent que les syndicats de magistrats lui en avaient fait part. Donc tout ça n'établit pas la conscience suffisante qu'il pouvait avoir de s'exposer à la commission d'une prise illégale d'intérêt en ordonnant les enquêtes administratives litigieuses. Donc là, ils disent, alors nous, pauvres citoyens naïfs et quelque peu stupides, on se dit, il a une expérience de pénaliste, d'avocat pénaliste, donc il devrait savoir ce genre de choses, alors que là, le tribunal dit, comme il a une expérience d'avocat pénaliste, s'il le savait, eh ben, il n'aurait pas fait ces enquêtes-là, du coup, ça veut dire qu'il est innocent. C'est pratique. Écoutez, c'est pratique, c'est assez extraordinaire comme moyen de sortie, pourquoi pas. Mais monsieur, dame, ce dealer spécialiste de la cocaïne n'a pas pu fabriquer de cocaïne, puisqu'il sait très bien comment fabriquer de la cocaïne. Il sait que c'est illégal, du coup c'est pas lui. J'avoue. Acquitté. La messe est dite, voilà, il est resté impassible, il a quitté le palais de justice, il peut rester ministre de la justice, tout le monde est content, c'est la fête. L'arrêt de la CJR relance évidemment une nouvelle fois le débat sur la réforme d'une juridiction hybride, où 12 voix de parlementaires, je rappelle que la CJR c'est 3 juges, et 12 parlementaires, 6 députés et 6 sénateurs qui rendent les jugements, enfin les arrêts, c'est pas des jugements, c'est des arrêts. Entre verdict, jugement, arrêt, je sais que les juristes après ils vont me dire mais non, c'est une cour de triple appel, on dit pas un arrêt, on dit un factum ipsum. Bon d'accord, vous avez compris. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, Dussopt, il est jugé par le PNF, qui est pas non plus le même délire que la CJR, donc je serais pas aussi assuré d'une relaxe éventuelle. Je dis pas qu'il sera pas relaxé, mais autant la CJR ça me surprend pas, le PNF ça me surprendrait un peu plus. Mais bon, voilà. Voilà, c'est une instance qui est quand même absolument scandaleuse, mais ça existe. Et donc,
Les insoumis directement étaient vénères contre la décision, évidemment. D'ailleurs, à noter qu'il y a parmi les députés qui siègent Daniel Obono, qui siège à la CJR. Donc, il y a Hugo Bernalicis, qui est un peu spécialiste justice à la FI, justice police. Député à la FI du Nord dénonce donc hier sur France Info un bras d'honneur à l'idée de justice. Donc c'est une émission de France Info, il précise pas l'auteur. Puisque selon lui, c'est le cas de tous les politiques à la CJR, soit des dispenses de peine, soit des relax, soit des peines extrêmement faibles par rapport aux citoyens dans le droit commun. Et ça d'ailleurs, on peut le voir dans l'article Wikipédia sur la CJR. Ils ont fait une petite liste des peines. Sur l'article, je vous mets l'article. Il y a une petite liste des peines, voilà. Vous avez quelques exemples. Non coupable, dispensé de peine, non coupable. Michel Gilibert, secrétaire d'État aux handicapés, a noté quand même 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité. C'était escroquerie au préjudice de l'État. Charles Pasqua, non coupable. Condamné à 1 année d'emprisonnement avec sursis, avec confusion de cette peine avec celle de 18 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée dans une autre affaire. Donc il a eu un package bonus, quoi. Christine Lagarde, coupable et dispensé de peine. Jean-Jacques Urvoas, condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 € d'amende, pour violation du secret d'instruction quand même. Hein. Balladur, non coupable, 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 € d'amende, 1 an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 € d'amende, et relaxé pour Dupond-Moretti. Coupable mais dispensé de peine, c'est quoi ? C'est que la justice reconnaît votre culpabilité, mais vous avez pas de peine. Par exemple, vous dites ouais, coupable. Et j'ai quoi ? Rien. Vous n'avez pas un rappel à la loi, vous n'avez pas une amende, vous n'avez pas une peine de prison, vous avez rien. C'est coupable, mais dispensé de peine. Et ça, je pense que ça, en termes de prorata, à mon avis, ça arrive rarement autant qu'à la CJR. Hein. Ça existe. Alors, je l'ai déjà lu dans d'autres procès, mais c'est très très rare. Hein. Enfin, je sais pas s'il y a des juristes. Bah franchement, si Eric Dupond-Moretti avait volé du Red Bull, là, ça aurait été une autre tisane. Hein. Mais bon, prise illégale d'intérêt, voilà, c'est pas vraiment des vrais délits. Ok. Donc, sur Dupond-Moretti, Hugo Bernalicis explique ça. Ce qui est un petit peu vérifié par la liste, parce qu'il n'y a pas non plus 15 millions de personnes qui sont passées devant la CJR. Donc, ce qui est un petit peu montré par la liste, où les peines, il n'y a jamais eu de prison ferme prononcée par la CJR. Jamais. Jamais une peine de ferme. Et c'était du sursis, voire des dispenses de peine. Depuis sa création en 1993, cette juridiction d'exception est la seule à pouvoir juger des membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Elle a prononcé 6 relax, 2 condamnations assorties de dispenses de peine, 5 condamnations à la prison avec sursis, mais jamais de peine de prison ferme. Voilà, l'article de France Info qui est aussi allé sur Wikipédia. Voilà, ça serait intéressant. Hugo Bernalicis conteste formellement la décision rendue ce mercredi par la Cour de justice de la République et demande que le procureur général près la Cour de cassation, M. Heitz, fasse appel, car, assure l'élu insoumis, la décision est infondée en droit. Hugo Bernalicis rappelle qu'il a lui-même déposé plainte contre le garde des Sceaux dans ce dossier, une plainte finalement jugée irrecevable, précise l'élu. Alors je sais pas comment ça marche l'appel devant la CJR. Bon, évidemment, il a été relaxé Dupond-Moretti, alors il va pas faire appel. Mais c'est le cas à d'autres moments, c'est que le procureur peut faire appel. Si par exemple quelqu'un est relaxé devant un tribunal, le procureur dit non, il doit pas être relaxé, il doit être condamné, je vais faire appel, je veux qu'il y ait un autre procès. Mais à ce moment-là, ce que je comprends pas par contre, s'il y a des juristes qui peuvent m'éclairer, je ne sais pas, c'est très particulier, c'est que dans le cas d'un appel, normalement, vous n'êtes pas jugé devant le même tribunal. Je sais pas, genre vous êtes d'abord condamné en première instance devant le tribunal d'Aix-en-Provence, l'appel va avoir lieu au tribunal de Grenoble. Vous n'êtes pas dans le même endroit. Mais là, vu qu'il n'y a qu'une seule CJR, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont rejugés par les mêmes personnes ? Et là, ils demandent l'appel, je sais pas, c'est bizarre. C'est pas cassation directement ? Ah, peut-être. Mais la cassation juge pas sur le fond. Hein. La cassation, c'est sur les questions de est-ce que le jugement a été fait dans les règles. S'il y a un vice de procédure, c'est la Cour de cassation qui va voir ça et qui va demander un nouveau procès. Mais la Cour de cassation va pas rejuger sur ce qui est reproché à Dupond-Moretti. Mais après, sur l'appel, ça me paraît un peu bizarre. Pas d'appel possible, apparemment. Ah, donc Bernalicis s'était trompé ? Appel CJR, on peut regarder, hein. Cour de justice de la République. Il y a viepublique.fr qui nous donne des informations, là. Compétences, organisation et procédure. Elle est compétente qu'un juge. D'accord. Son arrêt peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation en cas de rejet de ses décisions. Ok, donc il n'y a pas d'appel, effectivement. C'est uniquement la cassation.
Et Bernalicis demande que le procureur général prenne la Cour de cassation. Ah oui, d'accord. Il demande un appel à la Cour de cassation. Donc non, il s'est pas trompé. Il a juste dit qu'il devait aller en cassation, quoi. C'est juste que c'est formulé de façon juridique. D'accord. Mais évidemment, personne ne va faire appel vu que les condamnations sont hyper faibles. Mais là, il demande que le procureur Amy Heights avait demandé. Je sais pas si c'était Heights, mais le procureur pendant le procès du Pont-Moretti avait demandé 1 an avec sursis quand même. Hein. Interrogé sur la pertinence de la CJR, Ugo Bernalicis se prononce en faveur d'un jury populaire pour juger les ministres et tous les politiques, comme pour la cour d'assises quoi, pour ce qu'ils ont fait dans le cadre de leurs fonctions. Quoi de mieux que le peuple pour juger ses représentants, avance l'élu. Le député LFI est pour donner le niveau maximum de garantie d'indépendance au jugement et du sens. Alors, bonsoir à vous, Ugo Bernalicis. Bonsoir. Attendez, je vais pas spoiler, bien sûr. Ugo Bernalicis dénonce enfin la violation du secret du délibéré, évoquant la journaliste de France 2 Nathalie Saint-Crix qui, ce mercredi matin, quelques heures avant le délibéré officiel, annonçait à l'antenne que le ministre de la Justice allait être relaxé. Mais comment elle sait ça, Nathalie Saint-Crix ? Je vais déposer plainte contre X pour violation du secret du délibéré, promet le député LFI du Nord. Donc ça veut dire qu'il y a une des personnes qui composent les délibérants qui a balancé la solution. Voilà. Donc c'est pas mal quand même. Non, l'hypothèse la plus logique, c'est qu'un des membres du tribunal, soit un des parlementaires, soit un des magistrats, on ne sait pas qui va faire ça, mais merci Ektrain, merci beaucoup. Soit un des juges, soit un des parlementaires a balancé qu'ils avaient déjà fini de délibérer et qu'il allait être relaxé, et c'est arrivé à l'oreille de Nathalie Saint-Crix, quoi. On connaît le nombre de voix pour ou contre sur les 15 élus. Je ne pense pas, vu que c'est le secret du délibéré. Ça m'étonnerait qu'on sache. Ce serait bizarre. Voilà. Probablement un parlementaire qui sait pas qu'il y a secret du délibéré. C'est possible. C'est possible. Et petit rappel un petit peu piquant de Libération. On en profite bien sûr pour terminer sur cet aspect Dupont-Moritesque. Quand Emmanuel Macron voulait supprimer la Cour de justice de la République. Voilà. Libération fait bien de le rappeler, ça. J'ai retweeté, vous avez peut-être vu sur mon Twitter, je me suivais sur Twitter, sur X, ex-Twitter, un tweet d'Emmanuel Micron qui date de 2017, qui donc a dit... Attendez, j'essaie de vous le retrouver. Il est où Macron ? Il est là. Voilà. Macron qui a dit ça. Nos concitoyens ne comprennent plus pourquoi seuls les ministres pourraient encore disposer d'une juridiction d'exception. Je souhaite la suppression de la Cour de justice de la République. Et ça a été prononcé lors de son discours au Congrès du 3 juillet 2017. Emmanuel Macron voulait supprimer la Cour de justice de la République. Donc, Emmanuel Macron dans sa version 2017-2018. Home Suite Vendôme. Hier soir, Éric Dupond-Moretti a été relaxé par la CJR qui n'a pas suivi les réquisitions du ministère public. 1 an de prison avec sursis à l'encontre de l'ex-avocat, c'était les réquisitions. Cette relaxe a aussitôt suscité de vives réactions. Insoumis en tête, le groupe LFI à l'Assemblée a ainsi appelé à la suppression de cette instance, composée essentiellement de parlementaires et très critiquée. Alors que le procès a fait la démonstration implacable de sa culpabilité, une majorité des juges parlementaires a fait le choix de la relaxe. Notre République doit se réveiller, il est temps de supprimer cette juridiction d'entre-soi systématiquement partiale, a cinglé le groupe dans un communiqué. Contacté par Libé, l'entourage de Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, vise la même cible. Je ne vois pas qui peut encore la défendre, donc cette instance, CJR. Malgré le compte-rendu du procureur si clair, les preuves ne faisaient aucun doute. Cette décision démontre, s'il en était besoin, que la CJR en l'état n'a aucun sens. Pour le PS, par ce nouveau procès, la CJR prouve son insuffisance démocratique. Il est temps de mettre fin à cette justice d'exception. Pour le coup, c'est littéralement une justice d'exception. Hein. C'est pas juste en mode « ah là là, la justice d'exception », c'est pas une façon de parler. C'est vraiment littéralement une juridiction d'exception. Qui creuse la défiance vis-à-vis des élus et entretient le soupçon sur les conditions dans lesquelles se prennent les décisions. Elle a vu ce qu'on vient de lire dans l'article du Monde. On peut entretenir ce soupçon. Je pense qu'on peut l'entretenir. Des positions similaires à celles d'Emmanuel Macron, mais pas le Macron que nous connaissons toutes et tous, le Macron de sa version 2017-2018. À peine élu président dans son discours au Congrès le 3 juillet 2017,
Macron réaffirmait sa promesse de campagne. Je souhaite supprimer la Cour de justice de la République, disait-il, ajoutant que nos concitoyens ne comprennent plus. Nos concitoyens ne comprennent plus pourquoi seuls les ministres pourraient encore disposer d'une juridiction d'exception. Une volonté réitérée en janvier 2018. Il est clair aujourd'hui que la CJR ne remplit plus la fonction essentielle de traiter de la responsabilité des ministres. Je souhaite que cette CJR soit supprimée. À l'été 2018, Macron avait mis la suppression de cette instance dans sa réforme constitutionnelle. Mais cette dernière s'était fracassée sur l'affaire Benalla. Et ben voilà, c'est à cause d'Alexandre Benalla s'il n'y a pas la CJR. Mais bien sûr, chers amis. Et n'a jamais revu le jour jusqu'ici, enterrant de facto tout démantèlement de la CJR. Oui, je troll, bien sûr, je troll légèrement. Ce n'est pas dans mes habitudes de troller de façon trop évidente, mais je troll légèrement. Voilà. C'est de notre faute si on n'avait pas embêté le président au sujet de Benalla. Mais oui, il fallait pas déranger Alexandre Benalla qui voulait juste se déguiser en policier pour taper des manifestants. Et si on l'avait pas dérangé, on aurait peut-être plus la CJR, voilà. Et Dupond-Moretti serait peut-être en bonne tôle à l'heure qu'il est. Voilà. C'est tout, mais c'est comme ça, écoutez, voilà. On a fait ce choix, et les Français doivent vivre avec, désormais. C'est le triste point final de cette rubrique consacrée à Éric Dupond-Moretti. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour d'autres extraits de la matinale. En attendant, je vous rappelle que mes streams c'est du lundi au mercredi de 7h à 9h et le jeudi après-midi de 16h à 18h. Allez, à la prochaine, bisous.